Moi, tu vois, là, il me teste même pas, il sait que je suis parfait, tu vois, sur le micro. Et pourtant, tu vois, regarde. T'arrêtes pas de parler. Pascalin et Stéphane travaillent sur l'album rap solo de Stéphane. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui avec moi j'ai le plaisir de retrouver la fine équipe quasiment au complet avec Eric. Bonsoir. Rafik. Salut. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis à la technique c'est toujours Alain et c'est Latex qui s'est occupé de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle du dernier film de David Fincher, Mank, sorti sur Netflix le 4 décembre dernier. Mank, c'est l'histoire d'Herman Mankiewicz, scénariste à Hollywood dans les années 30-40 et alcoolique notoire. Le film s'intéresse plus particulièrement à la période où il a écrit le script de Citizen Kane, le tout premier film réalisé par Orson Welles. On est très nombreux autour de la table aujourd'hui, alors on va tout de suite passer à l'avis de nos chroniqueurs. C'est l'heure de la maintenant traditionnelle critique express, histoire de prendre la température. En 1, on nous a dit qu'on faisait penser à pyramide en commentaire. Donc, en un mot, si vous deviez donner un seul mot pour donner votre avis sur le film, ça serait quoi ? Ésotérique. Angle mort. On voit qu'ils ont réfléchi. Père. Moi, c'est très simple en fait, hommage, mais bon, je vais développer. C'est vrai que ça fait un peu pyramide. Moi, plus que Patrice Laffont. Allez, c'est parti. Qui veut commencer ? J'ai eu un ésotérique par ici. Ésotérique, oui, dans la mesure où en fait c'est un film qui est un peu réservé, je trouve, à des cinéphiles initiés. Parce que ça va faire beaucoup de name dropping, mais des name dropping de genre des années 30. Ça va parler beaucoup de mise en scène, de scénario et faire encore plus de name dropping au fur et à mesure que l'histoire évolue. Pour moi, c'est un film qui est techniquement assez intéressant et ça, je pense qu'on va beaucoup en parler, mais qui ne m'a rien fait ressentir. Vraiment, il n'y a aucune émotion dans ce film, je trouve. Donc du coup, j'ai trouvé ça chiant, ce qui aurait été peut-être mon deuxième mot-clé. Tu as été gentil pour commencer, mais... Je ne sais pas si je rebondirais sur le terme ésotérique d'Éric par rapport... Moi, ça m'a plus fait penser à de l'onanisme cinéphile, où effectivement, c'est un peu de l'autocongratulation. On connaît cette histoire, on a étudié ce dossier, donc du coup, on peut effectivement avoir un sourire en coin à l'évocation de Wallace Beery ou de Louella Parsons, etc. Mais évidemment, en découvrant le film, bizarrement, ma principale préoccupation, c'était aussi le reste du public. Je suis tout seul je suis là en train de mater le film et je me dis mais qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir biter à ça. Exactement. C'est vrai, oui, ça m'a fait sourire cette évocation-là, mais si t'as pas tous les deux tenants et aboutissants de l'histoire, c'est un peu problématique. Déjà, je sais pas si on a présenté l'origine du projet, parce que c'est quand même une origine un peu particulière, parce que c'est déjà écrit par le père de David Fincher, qui était journaliste, qui est le gars qui lui a fait découvrir le cinéma et qui lui a fait aimer le cinéma, et dont le film favori était Citizen Kane. Mais en fait, c'est Fincher qui lui avait mis entre les mains l'article, le dossier en fait écrit par Pauline Kael dans les années 70 qui s'appelait Raising Kane, qui est un truc encore aujourd'hui très controversé, très discutable et débunké. Très discutable. C'était pas une journaliste, clairement pas une historienne, qui attribuait en gros à Herman Mankiewicz la vraie paternité du classique en mettant un peu Orson Welles dans les ronces. Et en fait, le père s'est mis à bosser là-dessus, sur cet angle-là.
en défonçant un peu trop Orson Welles au goût de son fils, qui ensuite a fait des révisions pour justement atténuer un peu l'attaque en règle. Oui, il a fait venir Eric Ross, c'est ça, pour repasser sur le script. Ouais. Mais donc le premier jet date de 92 et c'était l'époque où Fincher rentrait dans le long métrage avec l'expérience affreuse qu'avait été Alien 3. D'ailleurs, il l'a dit dans une interview, j'aurais dû commencer par Monk plutôt que Alien 3. Je ne sais pas quelle aurait été sa carrière. Dans ce cas-là. Mais c'est vrai que ce côté ultra cinéphile est un peu problématique à mes yeux, parce qu'au-delà de ça, le film a quand même des choses à raconter, mais je crois que des choses que tu peux pas saisir si t'as pas justement ces références-là. Enfin, il y a tout un sous-texte politique sur lequel on va revenir, qui ne prend de valeur que si tu as compris un peu de qui était qui dans cette histoire. Alors, les personnages, par exemple, d'Irving Thalberg dans le film, et je le trouve, pour le coup, plutôt bien écrit, plutôt bien pensé, puisque dès le départ, on nous dit clairement ce type est infiniment plus brillant que le poste de laquais qu'il interprète, ce qui est effectivement le cas d'Irving Thalberg, et il amène un début de supposition sur ce qu'était la motivation secrète de cet homme-là, quand il parle de son enfance à un moment donné. Alors, voilà. Juste pour préciser, parce que quitte à ce qu'on en parle, nous, on peut expliquer qui est-ce que c'est, Irving Thalberg. C'était un gamin surdoué qui, en gros, a pratiquement inventé le Hollywood glamour, en fait, la marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il a fait l'identité de la MGM à la fin du muet. Il a amené l'idée des films de prestige. C'est-à-dire qu'il a convaincu ses boss, qui étaient en gros des affairistes, des hommes de spectacle à l'ancienne, que ça pouvait valoir le coup de faire des films qui ne rapportent pas forcément de la thune, mais qui donnent un cachet au studio, en fait. Et donc la marque MGM, elle s'est construite un peu avec l'apport de Thalberg, qui a fait signer des artistes genre, je sais pas moi, l'Aurore de Murnau, ce genre de trucs, voilà. Des films hyper chers à qui on donnait à des auteurs européens, souvent la plupart du temps, les reines, en fait, ou King Vidor avec La Grande Parade et ce genre de chef-d'œuvre, ou La Foule. Bref, et qui a effectivement donné une image de marque à la MGM qui pouvait toujours se vanter. Peut-être qu'on n'a pas que des films qui marchent, mais nous, on a ça. Tu vois. Et en fait, on rentre avec Thalberg dans le Hollywood du prestige, celui des Oscars, celui en gros, de ce qui est encore aujourd'hui l'identité de cette ville. Donc il a inventé ce concept-là. Mais c'était quelqu'un qui, d'une certaine façon, restait dans... Il y a déjà un film qui a été fait avec Robert De Niro dans les années 70, Le Dernier Nabab, par Elia Kazan, qui est basé sur ce personnage-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous retourner sur ce film. Mais voilà, mais si tu n'as pas cet élément-là, l'échange qu'il y a avec Thalberg dans son bureau où il parle de son enfance et du fait que lui sait ce que c'est que la politique sur le terrain, ça prend pas de valeur, en fait, si tu sais pas qui était Thalberg et quel personnage compliqué c'était, en fait. Bon, après, ça, c'est des enjeux, on va dire, de récit relativement compréhensibles. Tu n'as peut-être pas toutes les couches, en fait, de conception de choses, mais tu comprends, en fait, si tu veux, que le film... questionne l'utilisation de l'image, surtout à cette époque-là. Voilà. Mais en fait, le film, il bouffe à tous ses râteliers aussi, c'est-à-dire qu'il essaye de traiter pas mal de choses, en fait, sous cet angle-là. Et moi, en fait, je reviendrais plutôt sur il y a ça, mais il y a aussi la façon dont Fincher le met en image, en fait. Moi, je trouve que j'ai utilisé le terme hommage, mais en fait, j'utilise ce terme-là pour deux raisons. Tu as parlé de son père, et effectivement, en fait, il y a quelque chose qui est très étrange, je trouve. C'est qu'on le sait que cette théorie, en fait, autour de, comment dire, de la paternité, en fait, du scénario de Citizen Kane est très discutable. Elle est très discutable, mais elle reste un peu ancrée parce que Pauline Kael, elle a cette image de grande critique que moi, personnellement, j'ai jamais compris, parce qu'à chaque fois, en fait, que j'ai lu une théorie, j'ai l'impression qu'elle raconte n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est mon ressenti personnel, et c'est ma perception de certains critiques américains. Il n'y a pas que elle. Hein. Il y a, par exemple, comment il s'appelle, Roger Ebert, j'ai jamais compris non plus. Ils ont des images, en fait, assez prononcées. Et en fait, le truc, c'est que cette théorie-là, on a l'impression qu'elle sert aussi à Fincher pour rendre un hommage vibrant à son père. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, le personnage de Mankiewicz dans le film, ça serait son père, en fait, si tu veux, à qui on n'a pas offert cette paternité, parce que lui-même, c'était un scénariste raté. Il a écrit d'autres scénarios qui n'ont jamais été faits. Son seul crédit, c'est Manque. Donc, en fait, il y a ça. Et la deuxième partie de l'hommage, que moi, je trouve extrêmement contradictoire, ce qui aurait été mon autre mot-clé, c'est le traitement de l'image. On sait que Fincher, ça fait des années qu'il voulait faire un film sur cette époque-là.
Et en fait, au-delà de Manque même, il avait ce projet d'adaptation du Dahlia Noir, qui se déroule quelques années après, hein, mais bon, on va dire que c'est l'âge d'or d'Hollywood. Et il avait déjà la volonté de le faire en noir et blanc. Il avait déjà tout ça avant que finalement, en fait, le projet capote et qu'il se retrouve dans les mains de Brian De Palma et que ça fasse cette adaptation absolument ratée qu'est le Dahlia Noir par De Palma. Mais en fait, ce qui je trouve extrêmement bizarre, c'est que pour quelqu'un d'aussi perfectionniste que Fincher, qui est quand même une personne, il faut le dire, qui fait, et là encore, ça a été le cas sur ce film-là, des centaines de prises. 200. Voilà, pour la grosse scène finale, c'était 200. La scène où il crache justement le dîner, en fait, où Mankiewicz crache le dîner et qu'en fait, il est ivre et en fait, il commence à s'attaquer à comment il s'appelle William Randolph Hearst. Voilà, merci. Toute cette scène-là, en fait, c'est une scène qu'il a tournée, donc, je crois, une centaine de fois en master shot, une centaine de fois en plan à l'épaule, et pour avoir, en fait, le truc. Donc, quand tu te dis que ce type, qui donc met le travail de réalisateur à ce point-là, en fait, le pousse à ce point-là, en fait, si tu veux, pour finalement défendre le travail d'un scénariste qui est quand même discuté, en fait, après les années. Moi, je pense qu'il y a cette logique d'hommage. Et surtout, il y a un autre truc, c'est qu'il y a cette idée de downgrader, je n'ai pas d'autre terme, en fait, de rabaisser la qualité de son image. C'est-à-dire que, en gros, le principe du film, c'est qu'il l'a tourné en 8K, donc en numérique. C'est un gros défenseur du tournage en numérique, hein, Fincher. Historiquement, on sait que c'était pas comme ça qu'on tournait les films donc dans les années 30, tu vois. Et sans aller jusqu'à aller chercher des caméras de l'époque, sans aller jusqu'à chercher des pellicules de l'époque, puisque je pense que c'est plus forcément trouvable. En fait, il a même les péloches. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et en fait, il a décidé de tourner en noir et blanc natif, ça oui, tu vois. Avec un capteur spécialement développé pour. Par Red, qui fait que du noir et blanc. Voilà. En fait. Moi, je trouve pas ça très beau d'ailleurs. Voilà. Et en downgradant l'image, en fait, pour la rendre finalement au niveau de la définition de l'époque. Pour moi, là où c'est discutable, c'est que non seulement il fait ça, mais en plus il rajoute des artefacts qui me semblent totalement. C'est pour ça que je parle encore une fois d'hommage. J'insiste sur ce terme, des artefacts en fait qui sont presque méta. C'est-à-dire que c'est pas un film en péloche, mais il rajoute des défauts de péloche. Ouais, il rajoute les brûlures de cigarettes qu'il y a au changement de bobine et qu'on repère au point. Quand c'est ce couillon de Rodriguez, moi ça me va, mais quand il fait ce qu'il veut. Mais là, quand c'est Fincher, tu te dis quelqu'un qui pousse à ce point-là le truc, tu vois, c'est méta et en même temps. Tu sais que. Je pense que. Oui, vas-y. C'est pas le seul. Enfin, il n'y a pas seulement au niveau de l'image que ça a été traité de cette façon-là, parce que la musique aussi. Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, ils ont enregistré toute la musique avec des instruments d'époque, avec des appareils de l'époque, et ils ont ensuite travaillé le son, ça me paraît plus cohérent, et en mono, en mono pour que ça colle aussi. Parce que le score est super, par contre. Moi, j'ai l'impression que c'est intéressant, tout ce que tu dis, mais la prouesse, si tu veux, sert à pallier une absence de sens profond, parce que moi, ce qui m'ennuie le plus dans Manque, qui n'est pas un film que je trouve que je déteste, c'est un film que moi j'ai trouvé plutôt agréable à regarder. On est tous d'accord que malgré tout, Fincher, au-delà de cet effet de fabrication, sait composer des cadres, que le montage est hyper intéressant par moment, qu'il y a un boulot sur l'image. J'entends pas sur la tentative de refaire du cinéma des années 30, mais un boulot sur le découpage, la scénographie, tout ça qui est quand même super intéressant. Je le dis d'autant plus que je sais que Fincher est un type assez vénéré aujourd'hui et que moi je le mets pas non plus dans le panthéon de mes cinéastes préférés, justement parce que j'ai jamais trouvé que c'était très souvent au service d'un grand scénario ou d'un grand propos, hormis à quelques reprises, où ou d'une grande émotion. Ou d'une grande émotion, mais Zodiac est un film que j'apprécie énormément, par exemple, mais je pense pas que la majorité des films de Fincher soient si intéressants qu'on veut bien le dire, hormis en termes de mise en scène. Mais il y a un truc que je voulais dire, et je sais plus, c'est un de vous, je crois que c'est Rafik qui me fait rebondir là-dessus. Moi, c'est très difficile de regarder un film comme ça sur l'âge d'or des années 30, pour l'inconditionnel absolu, total, et pour le coup, je vénère les frères Cohen. J'ai Barton Fink, j'ai Haïl César. Et quand j'ai ces deux films, qui sont pour autant des films difficiles d'accès aussi pour le grand public, des films cérébraux, comme on pourrait penser que Manque l'est, mais je vous le dis tout de suite, il ne l'est pas, et qui procurent, paradoxalement, 1000 fois plus d'émotions et intellectuelles, et aussi tout simplement de l'ordre du sentiment, que tout Manque. Il y a un truc
qui est au-delà même du film. Je mélange un peu tout parce que je l'ai pas encore totalement digéré le film, je l'ai vu hier soir. Je mélange un peu tout ce que j'ai dans la tête, mais il y a un truc qui est sur l'objet film en lui-même par rapport à la notion de producteur que tu évoquais tout à l'heure, ces producteurs qui étaient ces types intelligents, tout ce que tu veux, qui sont certes très peu présentés dans le film. Pour qui connaît pas la période, tu vois des vieux types qui parlent, mais ça t'évoque rien en fait. Heureusement que nous on sait qui est Louis Meyer et tout ça, mais déjà ça c'est difficile. Mais il y a quand même cette volonté dans ce film de célébrer, alors ça rejoint l'idée de déférence vis-à-vis du père et de déférence vis-à-vis de l'âge d'or qu'évoquait Stéphane, mais une volonté de célébrer l'auteur dans un système. Et on voit le malin qui veut faire le parallèle avec aujourd'hui, dans un système gangréné par le pouvoir, gangréné par l'argent, gangréné par la politique. C'est l'éternelle question de l'annexion de l'artiste dans un système. C'est la même question que Barton Fink, ça, c'est pas différent. Il y a un hommage à cette imagerie-là, et en même temps, on est dans des cinéastes qui aujourd'hui ne peuvent pas s'empêcher de revenir vers ce type de cinéma des origines. Donc quand je parlais de producteurs, je voulais dire le cas de Netflix. C'est ça que je voulais sortir du film en lui-même. Il y a cette espèce de truc qu'on dit génial aujourd'hui, de regarder Netflix prend les meilleurs auteurs qui existent et il leur donne carte blanche. Ce qui est une façon de dénigrer le producteur. C'est fallacieux, on le sait, mais le producteur, c'est fondamental. Moi, quand je regarde un film comme Manque, que je le veuille ou pas, malgré toutes les qualités qu'on peut trouver au film, il y a une forme de caprice. Comme il y a un caprice, entre guillemets, aussi chez Scorsese, comme il l'est chez les frères Cohen, quand ils font la balade de... Je ne me rappelle plus son nom. Voilà. Sur Roma. Enfin, on fait venir ces mecs-là. Déjà, ils ont une propension à dire... Roma, c'est un film qui a été fait et qui a été ensuite acheté. Alors, ça c'est peut-être un cas à part, mais il y a ce côté. Regardez, c'était mieux avant. On retourne à ce qu'était le cinéma, mais en même temps, ce qui était le cinéma aussi, c'était un cadre qu'on mettait à des auteurs, et une capacité aussi à ne leur faire jamais oublier la ligne directrice du film. Moi, ce qui me gêne, par exemple, et je finirai là-dessus, parce que je suis parti un peu dans tous les sens, mais ce qui me gêne, c'est cette scène que je vois un peu, que j'ai vu citée parmi pas mal de critiques comme étant la profession de foi du film, là où je me demande si elle n'est pas aussi une façon de cautionner le foutraque que peut avoir le scénario. C'est cette fameuse scène où l'autre lui dit « Oula, t'as écrit un super scénar, il fait 300 pages, mais il est hyper compliqué, il est hyper sinueux, tu peux pas simplifier. » Et l'autre lui répond bienvenue dans ma tête, ou bienvenue dans mon cerveau. Et un film ne va pas d'une ligne A vers une ligne B, ce sont des circonvolutions, des digressions. Tu vois. Et étonnamment, quand ça arrive dans le film, et encore plus par la suite du film, j'étais en train de me dire, attends, est-ce que tu te dédouanes pas avec cette phrase-là, ou est-ce que réellement c'est ce que tu donnes comme profession de foi, c'est-à-dire rendre ton film ouvertement aussi complexe que pouvait apparaître Citizen Kane tel qu'il était à l'époque. Et là où je trouve que Barton Fink, par exemple, tout en étant complexe et à multiples niveaux, est 1000 fois plus clair et plus profond sur un propos qui est similaire. Si c'est pour nous dire que les auteurs sont annexés et qu'il faut avoir une forme de courage, l'annexion de l'auteur, elle existe en un plan dans Barton Fink. Barton Fink, il arrive devant le lieu où il y a le personnage censé incarner Faulkner, qui est là, où il y a marqué le bateau des esclaves sur la porte. Je veux dire, t'as tout compris en un demi-plan. Et leur film part sur autre chose, sur des choses beaucoup plus philosophiques et beaucoup plus intéressantes en termes de création que ne les Manque, en réalité. Et El César également. Et El César encore plus. Pour ce qui est du rapport philosophique à cette page d'histoire. Mais et à la le politique. truc, c'est que je crois, je me trompe peut-être, mais je crois que l'intention de Fincher, en tout cas ce que Fincher a pu apporter par rapport au script de son père, parce que c'est un truc dont il parle en interview, c'est que son père n'avait pas forcément la conscience de la façon avec laquelle Hollywood attire le cynisme, en fait. Et que les gens qui y travaillent, et c'est le cas d'Herman Mankiewicz, se considèrent d'une certaine façon comme dotés d'un talent au-dessus de ce qu'il leur est demandé. Donc il y a une forme de condescendance dans leur talent qui font qu'ils s'imaginent un peu au-dessus du lot. Il y a ce plan où il invite son frère en lui disant il n'y aura pas de concurrence, il n'y a que des idiots dans cette ville. Et on voit le télégramme ouvert. Ensuite on découvre cette ville avec les comment dire,
les figurants, les animaux, enfin toutes ces choses assez jolies, et il y a un cut tout d'un coup sur les chiottes où se fait le véritable business en fait. Donc ça c'est un truc que Fincher a amené, ce qui je trouve est intéressant par rapport à la personnalité de Fincher lui-même, qui est quelqu'un qui depuis le début de sa carrière s'est toujours considéré comme étant infiniment supérieur aux autres. Il n'a jamais vraiment caché le fait qu'il se pensait génial, sauf que contrairement à d'autres il le prouve occasionnellement mais c'est pas quelqu'un qui doute d'être incroyablement talentueux. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'identifie personnellement à un mec comme Herman Mankiewicz, qui justement se sent un peu à l'étroit dans un système. Oui. Tu penses vraiment que Fincher s'identifie à Mankiewicz ? Je pense qu'il s'identifie effectivement plus à Mankiewicz, clairement plus qu'il ne s'identifie à Orson Welles, mais justement... Mais Orson Welles, c'est une figure qui n'existe quasiment pas dans le film. Exactement, c'est pas hasardeux qu'elle n'existe pas. C'est pas hasardeux, mais en même temps... En négatif, en fait, par son absence. Par son absence, mais aussi il y a ce truc en fait qui est très intéressant, c'est que je me posais la question en regardant le film, je me disais mais il n'y a pas de... Alors, biopic, le terme serait un peu tard, parce que c'est pas le cas de Mank, en fait, c'est pas un biopic sur Mankiewicz. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de biopic sur Orson Welles. Il y a RKO 281, là, le truc avec mais c'est le même sujet. Ouais, c'est le même sujet. Sauf que du point de vue d'Orson Welles. Mais il y a plus... Et en fait, le truc, c'est que... Voilà, la problématique d'Orson Welles, c'est que je pense que c'est une figure qui effectivement il a un côté troubadour en fait, c'est un mec qui est capable de de faire une soirée, mettre en place une soirée totale pour séduire Rita Hayworth juste pour voir la courtiser quoi. En fait, c'est ce genre de personnage là, et en fait oui il a un côté grand guignol, un côté j'attire le truc à moi. Et Fincher, lui, il le fait pas, en fait. C'est clair qu'il fait pas ce genre de truc. Mais en fait, ce qui m'étonne, moi, en tout cas dans le film, c'est sa propension à justement en fait, se sentir au-dessus des autres. Et en fait, à être contradictoire, encore une fois, avec le médium sur lequel il s'exprime. Parce que, en fait, là, en l'occurrence, Mank, et il le sait, et il le revendique, et il l'assume, en fait, en tant que tel, c'est sur Netflix. Il sait que 99% des gens vont le voir sur Netflix, de ceux qui sont intéressés. Et il fait ce qui est censé en fait être un renvoi au cinéma, tout en jouant avec ces trucs-là. Et je suis étonné. Pour moi, en fait, je sais que je reste sur c'est un détail en fait, mais je sais que l'histoire de mettre des brûlures, de machin, etc. Pour moi, c'est comme quand il fait passer une caméra dans la anse de la cafetière dans Panic Room. Ouais. C'est à quoi ça sert. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur ces conneries-là ? D'accord, tu peux le faire. D'accord, les personnes... C'est pas seulement qu'il peut le faire, c'est qu'il utilise aussi la rythmique qui était imposée à l'époque par le fait que tu avais besoin de changer de bobine. D'arriver. Oui, mais je sais. Il le vanne dans Fight Club, ce truc. Du coup, ça s'est répercuté dans la façon même de construire les films. Bien sûr, dans la structure scénaristique. On savait qu'il y allait avoir un chapitre nouveau qui allait commencer au bout de 8 minutes de film. Et il utilise en fait ce chapitrage pour donner à son film une rythmique qui soit d'époque. Là, c'est la même chose avec la bande-son. Pourquoi est-ce qu'ils ont été remixés le truc dans une vieille salle de cinéma pour pouvoir recapturer le mix ? C'est ça, parce que d'une certaine façon, le mix est entre guillemets dégueulasse par rapport à un film moderne, mais c'est juste pour reproduire l'expérience qu'on a, ou le souvenir qu'on a de ce que c'est que de regarder un film comme ça dans une salle de cinéma, avec cette bande-son mono qui est répercutée sur les murs. Sans enlever tout ça au mec, c'est beaucoup d'affréterie pour un type qui célèbre un scénariste. C'est pour ça que je parlais... Oui, mais cette affaîtrie, elle est la moelle épinière du projet, c'est-à-dire je me vends en partie sur cette prouesse, et quelque part, il y a une crypto-complexité narrative qui, sans probablement cette prouesse technique, serait beaucoup plus visible en fait. C'est-à-dire, moi, ce qui me... Tu vois, toi, je vois ce qui te gêne. Moi, ce qui me gêne le plus dans ce film, et ça, il y en a pléthore des trucs comme ça, et j'ai beaucoup ce ressenti sur certains Nolan, c'est faire le malin quand, fondamentalement, on ne dit pas grand-chose de très, très profond. Si, en fait, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que malgré lui, il dit beaucoup de choses. C'est-à-dire non, il dit des choses, mais il ne produit pas un grand sens, excuse-moi. Je pense qu'il y a beaucoup de sens dans le Mank, mais qu'une partie de ce sens, et c'est pour ça que je parlais d'angle mort au début, c'est qu'une partie de ce sens échappe... lui échappe. C'est-à-dire que donc il n'y a pas du sens. Il a effectivement lui un projet, enfin lui et son scénariste ils ont un projet de parler de ce genre de personnage que j'assimilerais en fait au fou du roi. C'est assez explicite. Il réalise au fil du film qu'il est le fou du roi, c'est-à-dire qu'il est dépendant de celui qui tient la laisse du singe de l'orgue de barbarie, et que ce dont il est dépendant, c'est ce fameux William Randolph Hearst qui s'amuse à égratigner dans ses scénarios. Et en ça, il renvoie en fait moi ça m'a fait penser à la chanson
Jimi Hendrix et Bob Dylan, All Along the Watchtower, hein, où on parle d'un fou et d'un voleur qui s'apprête à conquérir la cité. Le truc, c'est que voilà, la raison pour laquelle Orson Welles est furieusement absent du film, c'est qu'Orson Welles, c'est le voleur. C'est-à-dire que historiquement, c'est lui qui est venu foutre la merde à Hollywood. C'est lui qui est venu casser un modèle, justement parce qu'il était complètement allumé, comment dire, pas misanthrope, mais voilà, comment totalement mégalo, mais mégalo animal, quoi. C'est-à-dire absolument irrécupérable. Mais ça, je suis complètement d'accord. Un vrai voleur. C'est un film dénué de sens sur un matériau riche de sens. Manque, c'est le fou du roi. Et je pense que Fincher s'identifie effectivement plus au fou du roi qu'à cette espèce de force brute qui était Orson Welles, qui est venu tout péter et annoncer basiquement ce que le cinéma allait être 20 ans plus tard, quoi. Et là où je trouve ça très, très intéressant, c'est que justement le fait que Fincher fasse un film pour Netflix, qui est aujourd'hui la structure de pouvoir qui domine pas seulement Hollywood, mais du coup une partie de l'imaginaire mondial, c'est littéralement William Randolph Hearst, quoi. Il bosse en faisant Manque, il est en train de bosser pour Hearst lui-même. Oui, non, mais j'entends le propos, tu le perçois pas comme ça dans le... Non, et puis surtout, faut pas oublier... que ça, c'est son angle mort, justement. Mais ça, c'est la potentialité que le film n'a pas, en fait. Que le film n'exploite pas, en réalité. Mais surtout, faut pas oublier que le film est chiant, hein. Surtout. Parce que tu vends un truc... C'est pas faux. Les parallèles sont systématiques. Il y a tout un propos qui est fait sur le fait que Manque a donné, malgré lui, l'idée à Meyer de faire ce film de propagande, cette fake news qui va servir en gros à truquer les élections, enfin à flinguer un concurrent politique. Et je veux dire, Fincher, je considère que c'est un des meilleurs films du 21e siècle qu'il a fait là, mais ce Social Network, qui est un... Attends, tu considères que celui-là, c'est... Non, c'est Social Network. D'accord. Je considère que c'est un des meilleurs films du 21e siècle. C'est aussi un pur objet de propagande qui a été fait pour le pouvoir. Le pouvoir en place. Allez voir le conseil d'administration de Netflix, vous y retrouverez, hein, les anciens de Google et autres. C'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir sur Hollywood, les médias, et qui aujourd'hui font et défont la vie politique américaine, ou en tout cas tentent de le faire. Et le fait que Fincher soit à leur botte, tout en mettant en scène un cynique qui croit qu'il est en train de leur cracher dessus, ça donne au film tu vois une mise en abîme, qui lui échappe, je pense. Mais c'est même pas qu'elle lui échappe, c'est qu'il ne la traite pas en réalité. Moi, c'est ça qui m'emmerde. J'entends ce que tu dis et c'est très très juste. Et c'est le film que j'aurais aimé voir. Mais moi, c'est d'une certaine façon tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai pas vu ce film-là. J'aurais aimé le voir. En me demandant pendant 2 heures, est-ce qu'il est vraiment conscient jusqu'au bout? C'était ça en fait. Je pense pas que c'est Friedkin. Tu vois, je pense pas que c'est Friedkin. Je pense que Friedkin en était conscient. Je pense que lui, il en est pas du tout conscient. Friedkin dans quoi? Je parlais de Sorcerer. Ah, Sorcerer. Et en même temps, peut-être que ça vient du fait que le scénario, c'est celui de son père, et peut-être que son père avait cette velléité dont il n'a pas saisi la subtilité. Moi, il y a une forme... Excuse-moi, malgré la qualité technique du film, il y a un vrai sentiment d'illustration d'un scénario dont il n'a pas été... J'ai l'impression capable de resserrer, de rendre plus clair, de rendre plus cohérent et de rendre plus dense qu'il ne l'est en l'état. Est-ce que c'était pas un peu sa croix justement de je vais rendre ma mon père qui est mort en plus entre-temps. C'est pour ça que moi j'ai dit le truc, cette espèce, il y a quelque chose de castré dans le film, une forme de double déférence qui le castre. Et je ne suis pas sûr que Fincher, aussi intéressant soit-il, ait été intellectuellement à la mesure de tout ce que vient de dire Rafik, et qui est très juste, c'est à la mesure de tout ce que ça pouvait signifier de manière plus large. Ça serait intéressant. Après, c'est vrai que ce n'est pas un scénariste à la base. Non. Et on peut même se demander Ceci dit, beaucoup de ces scénaristes à Fincher considèrent que Fincher en est un. C'est-à-dire qu'eux, ils ont travaillé avec d'autres cinéastes et ils considèrent que Fincher est le plus scénariste des cinéastes avec lesquels ils ont bossé parce qu'il a des vraies décisions créatives sur le récit qui sont typiques d'un scénariste. En fait. Donc il pense quand même comme un scénariste. Mais c'est pas lui qui écrit ses histoires à la base. Ouais. Et on peut même faire peut-être de la psychologie de comptoir et se demander si finalement le souci du détail qui porte sur la forme, c'est pas parce qu'il lui manque le fond. Pas toujours. Moi, je pense qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que je vois ce que tu veux dire en fait sur des points sur les films en fait où c'est le plus flagrant. C'est-à-dire que voilà, je citais Panic Room tout à l'heure parce que pour moi c'est une évidence en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec il a un film de commande et hop, tu vois, il se dit ok, comment je vais rendre ça
personnel à moi, tu vois. Et en fait, il prend des biais. Et ce biais-là, c'est la forme, et c'est une forme qui était à l'époque un peu libérée, qui n'existait pas trop, et qu'il a essayé de... Voilà. Après, tu te posais, pour le coup, la question du sens, vraiment, moi, je trouve, dans un film comme Panic Room, quoi. Là, le problème, si tu veux, c'est que... Moi, celui-là, comme je me la pose dans Fight Club. Mais moi, je me la pose, en fait, mais moi, je me la pose dans celui-là pour une raison toute bête, c'est que, en fait, si tu veux... Moi, je trouve ça trop chiant pour me poser des questions. mais c'est une question... Non, mais tu vois, après, moi, je suis d'accord avec toi sur un truc, Eric, hein, c'est que émotionnellement, il y a une porte fermée, en fait. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, ce grand troubadour, ce grand mec, en fait, fou du roi dont tu parles, Raph, émotionnellement, en fait, si tu veux, j'entends les gens en parler, dire il est comme ci, il est comme ça, manque à la fin. Ça reste un poivreau, en fait, tu vois, je veux dire, sans être... Oui, voilà. mais, attends, mais elle a sauvé tout un village. Ouais, mais attends, ça reste un poivreau qui a sauvé tout un village, certes, et qui a écrit Citizen Kane. Mais pour peu que tu regardes ce film sans avoir vu Citizen Kane, dont la paternité est quand même contestable, sur Manque, en tout cas le fait qu'il soit le seul responsable, ce que le film avance en se basant sur Pauline Kael, sur ce que dit Pauline Kael, voilà, enfin, je trouve qu'au final, tu vois, il manque un climax quelque part, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que donc voilà, pour moi, en fait, si tu veux, ce que je trouve étrange en fait de la part de Fincher, enfin, ou alors c'est, je comprends en fait qu'il aille au bout de son truc, hein. Mais en fait, à un moment donné, il faut qu'il ait conscience que c'est un film qui va être vu par des millions de personnes, et là je reste large, tu vois, sur un service de streaming pourri. Si t'as pas la fibre en prenant le meilleur abonnement, bidule, machin, etc., ton truc il est downgradé, quoi, tu vois. Et à moins que tu aies en fait la chance de le voir en salle, tu le verras pas dans les conditions que même Fincher lui-même a pensé. Et c'est là où, en fait, je le trouve... comment dire, étrange en fait dans sa... Voilà, je dis pas qu'il faut qu'il sabote le taf, hein. Au contraire, je préfère des mecs qui vont vraiment à fond... Une aberration de base, quoi, en fait. Une contradiction. C'est-à-dire, je comprends qu'il puisse pas produire le film ailleurs, je comprends que ça fait 20 ans qu'il a essayé de le faire ailleurs, qu'il y arrive pas, que les gens lui ont empêché de faire les trucs, donc il a pu le faire comme il voulait le faire. C'est juste que la plupart des gens vont pas le voir comme il a voulu le faire. Et donc, c'est juste que, si tu veux, à partir de là, ce travail à ce point-là Ouais, c'est-à-dire, pour moi, en fait, j'ai l'impression surtout que Fincher, il est le meilleur quand il réfléchit pas à ses films, en fait. Seven, pour moi, c'est un film qui, ça se voit que ça a été fait dans la colère, dans la rapidité, dans l'instant. Social Network, ça se voit, en fait, que quand il a fait ce film-là, il a pris ce qu'il avait sur le papier, quoi, et en fait, il a dit, OK, on va speeder tout ça, en fait. Ouais, mais moi, j'adore Benjamin Button, qui est très, très réfléchi, où il y a de nombreuses versions du scénario. Sauf que Benjamin Button, oui, peut-être, tu vois. En fait, on peut aimer, j'ai pas de problème avec le truc. Pour moi, Fincher, si tu veux, c'est un coup sur 3 en général, à peu près. C'est-à-dire, voilà, et tu vois, quand il traite des trucs comme Gone Girl, par exemple, Gone Girl, ce qui est pertinent, moi, je trouve là-dedans, c'est que un acteur de merde, je suis désolé pour ceux qui sont fans comme Ben Affleck, si tu veux, il prend tout son sens pour le coup dans un film comme ça, parce qu'il a tellement été exploité par les tabloïds, par tous les trucs, etc., que ça fait sens de l'utiliser, de cet acteur-là, avec ce bagage-là, dans ce film-là, sur ce que ça raconte. Et du coup, lui-même, même si toi, tu vois, on s'en rend pas forcément compte, tu parlais du fait qu'il n'est pas dans une logique d'être très stylisé, c'est qu'en fait, un film comme Gone Girl, il le perd énormément, ce style. En fait, c'est-à-dire, c'est pas qu'il le perd, mais il le naturalise à mort, et c'est quelque chose vers lequel il essaye de tendre depuis 15 ans. Probablement, à mon avis, parce qu'on lui a reproché d'être trop stylisé à une époque. Et que peut-être Panic Room, c'était son point de rupture. Gone Girl a quand même, malgré tout, un travail sur le coup. Enfin, moi, c'est en termes de montage, sur la tension que te créent des scènes avec 3 fois rien, et justement pas dans l'ostentation. Sur le pervers narcissique, exactement. Sur tout ça, quoi, c'est super. Moi, je le trouve intéressant, tu vois, je le trouve super intéressant, même si, encore une fois, toujours le scénario n'est pas à la mesure de certains trucs, mais bon. Non, mais voilà, et du coup, en fait, pour moi, le truc avec Manque, c'est que est-ce que c'est un film pour y gâter, je sais pas. Est-ce que c'est un film de, tu vois, je sais pas. C'est un truc en fait où je me dis, en tout cas, ça pour le coup, il faut qu'on le dise parce qu'en fait, on a un peu tapé sur le film, pas moins toi, Raph, mais non, je vais pas taper dessus, hein. On a un peu tapé dessus. Je trouve qu'il est pas aussi intelligent qu'il voudrait l'être, c'est tout. Mais à côté de ça, il est pas désagréable. Moi, je trouve ça trop chiant pour taper dessus, mais encore une fois, même chose, c'est pas vraiment. Moi, je trouve que vous lui retirez un petit peu du fond quand même. Moi, c'est là où moi, je pense qu'il en a, sauf que la plupart du temps, enfin pas toujours, mais il en a de façon aussi trop cinéphile, encore une fois, on y revient. Moi, j'ai été agréablement surpris que lorsqu'on nous présente la salle des scénaristes, par exemple, on le fasse dans une ambiance qui m'a immédiatement rappelé La Dame du Vendredi, The Front Page, etc. Alors, même dans les dialogues, t'as ça. Voilà, vraiment, qui était déjà un film qui parlait du cynisme dans le milieu du journalisme, et qui te montrait des mecs cyniques, et qui était écrit par Ben Hecht, et que la scène se termine par la présentation de Ben Hecht qui est présent ici, là. Donc, au niveau cinéphile, il y a un côté, waouh, c'est classe quand même
de l'avoir fait de cette façon-là. Et en même temps, on te permet d'appréhender ce qui va être le sujet du film, qui est justement ce rapport cynique qu'ont ces artistes avec cette industrie que pourtant ils servent. Et comment dire, et la responsabilité qui fuit, parce qu'il fuit sa responsabilité. Basiquement, quand il cherche à se débarrasser de la problématique d'avoir écrit un script contre son ami Marion Davies en le faisant lire, tu vois, on nous montre aussi la lâcheté du gars. Les mots que tu écris sur du papier ont du sens et de l'impact et vont modifier le c'est le propos. C'est le propos. Donc il est quand même là. Il est pas aussi subtil que. Il est pas subtil. Il se noie beaucoup. Mais c'est ça le propos. Mais je veux dire, il est simple ce propos. Ça fait 2h20 pour ça. C'est un peu chiant, quoi. S'il s'agit de faire le jeu des comparaisons, je suis d'accord avec toi. Le film des frères Cohen est infiniment supérieur, mais parce qu'il joue sur des principes philosophiques. Là où le film manque, reste sur quelque chose de très sociologique à mes yeux. En tout cas, je suis d'accord. Ce que j'allais dire, en fait, si tu veux, en tout cas par rapport à ça, c'est que ça reste un projet intéressant, ça reste un film qu'on a envie de voir. Il faut le préciser aussi, ça pour les gens qui l'ont pas forcément vu, même si on a beaucoup tiré sur le truc. Mais et que mine de rien, qu'on le regardera pas une deuxième fois. Mine de rien, en fait, on se dit, et surtout quand j'écoute Rafik, je préfère l'avoir vu que le voir. Tu vois. Comme ça, tu peux dire que tu l'as vu. Et tout en me disant effectivement, ce que dit Rafik, c'est pertinent, j'ai envie de le revoir, mais en fait non, j'ai pas envie de le revoir. Donc c'est vrai, voilà. Mais après c'est pas, oui. Non, mais ça nous fait ça parce qu'il y a pas d'émotion. C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est le paradoxe bizarre de ce film-là, c'est que techniquement, si on en a pas trop parlé, mais il est assez fabuleux ce film-là parfois, dans les séquences de dialogue, dans l'utilisation du deep focus, des vieilles optiques de l'époque. Enfin, moi je suis pas très fan de l'image digitale du film, je trouve ça gris et un peu moche, mais bon, vraiment ce qu'il apporte techniquement. Surtout que tu le sens en fait. Ouais, c'est ça. Un peu que t'aies vu des films de l'époque, tu le sens. Mais tout ça, en fait, techniquement, c'est quand même très très joli, c'est très très bien fait, c'est vraiment de l'orfèvrerie. C'est soigné, quoi. Au niveau du fond, comme disait Rafik, il a raison, il y a des trucs à dire sur le film, même la manière dont sont construits certains dialogues qui te rappellent effectivement du Howard Hawks, de ces espèces de dialogues un peu cyniques de l'époque qui vont très très vite, mais tout ça, en fait, quand on n'a pas l'émotion qui nous lie à un personnage principal, ça ne marche pas. Et c'est quand même marrant, quoi. De dire, en fait, tout le reste est assez phénoménal, mais en fait, il manque, il y a tout sauf l'essentiel, en fait. Tu regardes une belle vitrine, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, donc pour conclure, on va le voir malgré tout. Oui, en tant que cinéphile ou quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, c'est quand même. C'est un film pour les étudiants en cinéma, en fait, non? Non, pour les étudiants, non. Non, je pense que ceux qui prennent, pour les thésards, ceux qui peuvent prendre un plaisir justement onaniste, c'est ceux qui se sont bouffés du cinéma des années 30-40, quoi. Donc c'est évident que. Mais écoute, moi j'en ai bouffé, mais j'ai pas, ça m'a quand même pas aidé. Oui, moi c'est pareil, ça m'a pas. Ouais, puis c'est une forme. En fait, c'est une forme aussi d'hommage. Ce qui est marrant, encore une fois, si tu veux, c'est que peut-être il y a 40 ans, quand le film, il y a 20 ans ou 30 ans, quand il devait le faire avec son père, c'était peut-être intéressant d'avoir cette approche, tu vois. Aujourd'hui, alors, encore une fois, on ne parle pas du même cinéma, on ne parle pas de la même culture, on ne parle pas de tous ces trucs-là, etc., mais c'est quelque chose que tout le monde fait. En fait, aborder le cinéma sous cet angle-là. Et du coup, en fait, si tu veux, quand tu as un sujet qui est quand même reste un sujet fort, c'est ça qui est étrange, en fait, si tu veux, que de la part de Fincher qu'il fasse ça. C'est-à-dire que finalement, il fasse, attention, je vais utiliser un gros mot, qu'il fasse du Marvel, mais dans le cadre, en fait, si tu veux, du fan service quelque part pour les gens qui aiment ce cinéma. Et c'est étrange, en fait, si tu veux, je trouve, de sa part. Pour moi, tout participe de tout ce que je disais, en fait, tout ça rentre là-dedans. C'est ce que j'ai dit au début. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette célèbre interview, pardon, excuse-moi Yann, cette célèbre interview d'Orson Welles qui chie littéralement sur ce genre d'approche, en fait. Il y a déjà 45 ans, parce qu'il est mort il y a longtemps maintenant. Oui, il y a une démarche, ce que je disais au début, il n'y a pas de singularité de la démarche. C'est-à-dire qu'on est en train de célébrer ces mecs-là qui viennent sur Netflix comme des auteurs, et en réalité, ils font tous potentiellement, je ne vais pas dire ils font la même chose, mais il y a une approche tout d'un coup, l'approche de la carte blanche te donne le sentiment qu'il y a un besoin de produire une forme de noblesse fantasmée de son art, de prendre ça au sérieux, de dire alors je vais aller rendre mon hommage au grand cinéma, je vais faire un film en noir et blanc, alors je vais faire un film comme ça. Même les Cohen que je vénère, leur film sur Netflix, c'est le premier où il y a des choses géniales, où je me suis fait chier plein de moments aussi. Tu vois, donc je me dis putain, il manque assez. C'est vrai qu'ils le font dans le film. Ils ont littéralement un sketch dessus, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est juste pour aller dans ton sens, mais je pense que étonnamment, pour un auteur qui par ça se voudrait singulier,
il rentre dans une espèce de norme de fonctionnement qui est peut-être une norme, comme disait Rafik tout à l'heure, produite inconsciemment, indirectement par cette nouvelle superpuissance qui est Netflix et qui, elle, cherche sa caution culturelle et ce faisant, même en donnant carte blanche aux auteurs, elle crée du taylorisme auteuriste. Bref, et ça m'emmerde. Voyez-le, mais pas sur Netflix, en fait. C'est ça que t'es en train de dire. Ne prenez pas un abonnement Netflix exprès pour le voir. Non, mais par contre, alors, juste pour préciser ça, peut-être pour terminer, il y a des séances au cinéma. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, parce que normalement, c'est pas censé être tout à fait interdit, mais il y a des séances à Paris, en tout cas. Si vous cherchez un petit peu, il y a quelques séances payantes. Comment dire, unique, c'est-à-dire c'est pas dans des cinémas, c'est voilà. Ponctuel, c'est ponctuel, voilà, merci. Et moi je l'ai pas vu comme ça parce que j'ai vu sur Netflix, en fait, je pense comme tout le monde ici, et je pense quand même que ça vaut le coup de le voir sur grand écran, puisqu'il a été quand même pensé pour ça aussi. Amener du café, quoi. Donc c'est pas bien, mais voyez-le. C'est pas bien, mais voyez-le, comme ça vous l'aurez vu. Et vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous l'avez vu et vous voulez nous donner votre avis? Eh bien, laissez-nous un petit message sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous écrire et de nous parler sur Messenger. On diffusera ça dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait de Mulan, la dernière adaptation live de Disney. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs? Salut l'équipe Capture Mag, je vous donne mon avis sur Mulan. Déjà, j'aime pas le dessin animé, je trouve que c'était la pire époque de Disney avec un style dragon le manga qui était raté et moche. La musique m'avait pas laissé un grand souvenir, donc je regarde le film. Et bon, je suis plus ou moins satisfait des petits changements qui sont apportés parce que justement, ça n'est pas un copier-coller du dessin animé. Le film en lui-même, c'est une espèce de sommet, synthèse de la malbouffe cinématographique telle que Disney nous en sert par tonnes ces derniers temps. Et pour ce qui est de la fin, je trouve assez étonnant que Mulan soit une rebelle, mais qui n'est plus une rebelle quand il s'agit du chef de l'État. Je ne comprends pas non plus à qui s'adresse ce film. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Je ne sais pas. C'est un film qui essaye de donner l'illusion du goût et de la couleur, que c'est un beau spectacle, une belle histoire, sauf que c'est fait de manière tellement mécanique que ça donne au final un triste spectacle, comme le dit Rafik, mort à l'intérieur, quoi. Donc un film plutôt à éviter, y compris avec vos enfants. Salut, c'est moi Sacha. En fait, j'ai bien aimé Mulan et mon moment préféré, c'est quand elle a pleuré parce qu'on dirait qu'elle avait fait une géante bêtise. Seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane, Yannick, Rafik et Eric. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming. On dit un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. Restez pas là, y a rien à voir, dégagez!